Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Claire Edé-Gamassou. Bonjour Claire. Bonjour Nicolas. Alors Claire, je vous présente tout d'abord, comme c'est de tradition dans Histoire en série, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Est Créteil en sciences de gestion rattachée à l'Institut de recherche en gestion et en poste au département technique de commercialisation de l'IUT Créteil-Vitry. Vous êtes diplômée de l'ESCP, ancien élève de l'ENS Cachan. Vous êtes aussi spécialisée en gestion des ressources humaines, comportement organisationnel et management public. Vos principaux travaux abordent par des méthodologies qualitatives ou quantitatives les questions de santé au travail et les enjeux d'interdisciplinarité afférents. Vous avez investigué plusieurs terrains dans la fonction publique territoriale et mené des travaux sur le stress et l'épuisement professionnel, la fatigue ou le bien-être qui soutiennent le modèle exigence-ressources et la théorie de préservation des ressources d'Opfol, dont certains mettent en évidence le rôle supérieur des supérieurs hiérarchiques dans cette dynamique individuelle. Vous avez fait de nombreuses publications. Je renvoie ici à votre site, à notre site internet qui est histoireensérie.com. Voilà pour la présentation de Claire. Alors Claire aussi, on peut le dire tout de suite, on se retrouvera aussi, on va spoiler un petit peu, dans le courant de l'année 2023 où on organisera avec Mathias Pirglas notamment, qui était venu présenter avec nous le 3615 Monique, un colloque intitulé Management en série. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que je pense que ce colloque sera très intéressant et ira, à mon avis, bien au-delà des notions de management. Ça va être très intéressant de se confronter différentes sciences humaines et les séries. Voilà, donc j'ai spoilé un tout petit peu, Claire. Aujourd'hui, on va revenir sur le milieu professionnel tel qu'il est vu dans les séries à travers une série qui parle de métier, c'est la série Hippocrate. Claire, peut-être pour commencer sur la série, est-ce que vous pourriez nous la représenter ? Oui, tout à fait. Alors, Hippocrate, c'est une série qui est diffusée sur Canal+, dont le réalisateur ou showrunner est Thomas Lilti, et qui fait suite, en fait, de façon totalement assumée, puisque c'est le même titre qu'un précédent film, un long métrage, qui était sorti en 2014, donc réalisé également par Thomas Lilti. Et en fait, dans le genre de la série ou du film hospitalier, Thomas Lilti a fait le choix de mettre la focale sur des internes. Alors, c'est bien des internes, puisque dans le film, déjà, c'était deux internes. Un interne, on va dire, réel au sens pur du terme, c'est-à-dire un étudiant qui commence son internat dans un service à l'hôpital, et un faisant fonction d'interne qui était joué par Reda Kateb, qui est donc un médecin étranger qui, pour des raisons statutaires, n'a pas exactement le même statut qu'un médecin titulaire et qui fait donc fonction d'interne. En passant au modèle de la série, Thomas Lilti en fait démultipliait quelque part ces deux focales, puisqu'on passe à quatre personnages principaux, deux hommes, deux femmes. Donc Chloé, qui est une interne déjà expérimentée, je crois que c'est sa 4e année d'internat, qui est jouée par Louise Bourgoin, que Thomas Lilti présente lui-même comme une sorte de super-héroïne. Elle est grande, elle paraît sûre d'elle. Voilà, dès le début du premier épisode, on sait que c'est à elle qu'on va se référer dans un contexte bien particulier que je vais préciser juste après. Alison, qui est celle qu'on suit, puisque c'est avec elle qu'on entre dans l'hôpital, en fait. On la suit dans une course effrénée au début du premier épisode, puisqu'elle est en retard, elle a loupé son RER, et elle est en retard, et c'est avec elle qu'on arrive dans le service. Donc elle, c'est la plus jeune interne, elle qui découvre tout. Hugo, qui est un peu comme Alison, mais avec une petite différence qui relève justement aussi des éléments de sociologie que Thomas Lilti nous glisse dans le casting, puisqu'on apprend assez rapidement qu'en fait, sa mère est chef de service du service de réanimation du même hôpital. Donc, il a beau être novice sur le plan des qualifications, des compétences, il a des liens et un capital culturel qui sont bien différents de ceux d'Alison. Et enfin, un faisant fonction d'interne, Arben,
qu'on rencontre comme médecin légiste au début de la saison 1 et qui est franco-albanais et qui va rejoindre en fait cette équipe des 3 internes dans un contexte donc bien particulier, comme je commençais à le dire, qui est celui d'un service donc, de médecine interne où habituellement il y a 4 médecins titulaires qui sont tous les 4 confinés, donc avant l'heure, en quarantaine suite à la détection d'un virus méconnu et qui, par précaution, a amené l'ARS à demander aux 4 médecins de se confiner pendant une semaine. Donc, c'est cette situation particulière que je crois Thomas Litti présente en disant, a présenté en disant, voilà, je voulais mettre sur une longue durée la focale sur ce que font les internes quand ils sont seuls et qu'ils sont responsables de ce qui se passe dans leur service. Et il précisait, mais c'est ce qui se passe en fait une grande partie du temps, notamment la nuit, les gardes. Enfin voilà, il n'y a pas toujours un médecin titulaire dans les services hospitaliers. Et lui étant passé par là, ce que je n'avais pas encore dit, puisque Thomas Litti a la particularité de s'être formé comme réalisateur en parallèle de ses études en médecine et d'avoir été médecin. Alors je dis avoir été parce que justement il a écrit un livre suite à son expérience de retour dans les hôpitaux durant le début de la pandémie, un ouvrage qui s'appelle Le Serment, où il se questionne sur suis-je encore médecin, qu'est-ce qu'être médecin selon qu'on pratique peu régulièrement, qu'on est reconnu comme tel ou pas par ses pairs. Donc Thomas Litti met donc bien en scène des choses qu'il a soit vécues, soit observé ou dont il a connaissance par cette double carrière en fait qu'il mène, et avec cet intérêt tout particulier pour finalement l'apprentissage, la formation du médecin quand il est au front, d'une certaine manière, les mains dans le cambouis, au cœur de là où le métier se fait dans les hôpitaux. Donc ça, c'est pour le pitch, en quelque sorte, de l'ensemble de la série, et sachant qu'on a 2 saisons. La saison 1, où il y a donc cette carence de management, de hiérarchie, puisque les 4 médecins titulaires sont en quarantaine et donc n'ont de contact avec leurs internes que par téléphone. Et puis en saison 2, cette fois-ci, on est toujours au cœur du service de médecine interne, mais qui se trouve, lui, envahi d'une certaine manière par le service des urgences. Et cette fois-ci, on n'est plus sur une carence de hiérarchie, mais sur l'incarnation du manager médical, à la personne du chef du service des urgences, le docteur Brun, qui incarne pour Thomas Litti, il le dit clairement, pour lui, il voulait incarner une sorte de mauvais manager, c'est-à-dire de manager qui fait des mauvais choix, en étant une partie d'un système dont il est à la fois victime et en même temps un des rouages dans lequel, en tant que rouage, il va prendre des décisions qui vont empirer une situation qui déjà à la base est plus que délicate, puisque la saison 1 commence par une inondation. Donc on a le personnage avec qui on entre dans cette saison, qui est le personnage d'Igor, qui est un personnage secondaire de la première saison, et initialement, au début de cette saison, sur une musique très douce, en train de faire un geste de réparation, un geste de chirurgical, je dirais, de couture d'une plaie. Et il constate que l'eau monte, il a les pieds dans l'eau, et on vient le chercher en lui disant qu'il faut déménager tout le service. Donc, symbolique alors Thomas Litti dit de l'état de l'hôpital déjà avant la pandémie, donc d'une situation de crise où ça prend l'eau, où les structures ne sont pas maintenues en état, et malgré ça, le docteur Brun va vouloir maintenir la structure à flot, donc en s'installant dans le service de médecine interne. C'est ce qui va amener donc notre équipe d'internes à se trouver cette fois-ci immergée au sein du service des urgences. Claire Hadet, vous êtes maître de conférence donc en sciences de gestion, vous êtes spécialisé aussi dans le management, vous avez étudié le fonctionnement de nombreuses entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Alors justement ici, ce qui vous a intéressé quand vous m'avez proposé de travailler sur cette série, c'est de voir à travers la série comment est montré le fonctionnement du système hospitalier français.
Oui, alors c'est vraiment revendiqué comme tel, hein. On entre et on découvre les différents acteurs, les différentes dimensions, les différentes institutions, y compris qui interviennent dans les processus de décision, puisque j'ai déjà mentionné, donc l'ARS, c'est elle qui a décidé qu'il fallait mettre en quarantaine les médecins. On va rencontrer la direction des ressources humaines de l'hôpital, puisqu'effectivement, quand il y a un service où il y a 4 personnels titulaires qui ne sont pas là, ça veut dire des ressources en moins, ça veut dire une difficulté à faire face à la charge de travail, et donc il va falloir rechercher, aller demander des ressources. C'est comme ça d'ailleurs que Arben, donc qui faisant fonction d'interne, va rejoindre le service. Et, euh, et on découvre en fait toute la structure de l'hôpital, hein. Enfin, moi, j'ai été marquée, j'ai évidemment toujours ce regard de gestionnaire, mais quand on arrive avec Alison en retard, donc au point pour les internes, c'est une cadre infirmier qui explique comment est organisé le service, et qu'il y a 4 secteurs, que chaque médecin est responsable d'un secteur, et elle montre voilà, comment physiquement, hein, parce qu'une organisation, ça s'incarne aussi physiquement. C'est important de le rappeler en ces temps où on entend beaucoup parler de la généralisation du télétravail. Euh, Soit dit en passant. Donc, comment physiquement s'organisent les soins. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui caractérise cette série, dans le sens où elle est filmée dans des locaux d'anciens hôpitaux, à proximité de services encore en fonctionnement, hein. Thomas Liety a pu raconter que justement la deuxième saison a été tournée, les 6 premiers épisodes ont été tournés juste avant le début de la pandémie, et qu'ils ont été amenés à donner du matériel, des masques en particulier, quand ils ont arrêté le tournage, aux services qui, eux, devaient tourner, qui étaient à côté du lieu de tournage. Donc voilà, cette série est vraiment, comme d'autres séries hospitalières, bien sûr, la, un prétexte, quelque part, à mettre en scène le fonctionnement de services hospitaliers, alors fictifs, on va dire, hein, puisque ce n'est pas un documentaire, que le réalisateur dit lui-même qu'il se passe, le nombre de cas qui sont présentés, c'est en gros ce qu'on pourrait trouver dans 15 ou 20 ans de carrière. Donc il y a une grosse concentration de situations assez extrêmes. Mais ce qui m'a beaucoup touchée aussi, puisque moi, je ne suis pas spécialiste de l'hôpital, hein, je travaille notamment sur le service public et la fonction publique territoriale, mais pas sur le secteur hospitalier. J'ai de brillants collègues qui connaissent beaucoup mieux ce secteur que moi. En revanche, je travaille sur les questions de santé au travail. Et Thomas Liety a clairement dit, hein, que cette seconde saison, il tenait à aborder la question de la souffrance au travail, et en particulier chez les soignants. Et il le fait de façon qui m'a semblé très juste, dans le sens où il met la focale sur un sujet dont il est apparu, quand j'ai regardé dans la presse les infos qu'il y avoir sur le sujet, qui apparaît comme tabou, alors même qu'on en entend quand même, pas régulièrement, mais de temps en temps parler, qui est la souffrance notamment des internes. Et, il le fait en voulant mettre aussi en évidence l'engagement au travail, qui est un de mes sujets de recherche, l'implication et l'engagement au travail d'une jeunesse, en fait, puisque ce qu'il me montre aussi, c'est que ces internes qui font tourner la boutique, on va dire, pas seuls, bien évidemment, il y a tous les autres soignants, les aides-soignants, les infirmières et les médecins titulaires, les cadres infirmiers, mais ce sont des personnels extrêmement jeunes, en fait, ce qu'on constate, on va dire, qui saute aux yeux dans les moments un peu festifs qu'il a tenu aussi à montrer, et qui sont là aussi pour montrer quelque chose qui est important dans mes travaux, et dans les travaux de beaucoup de collègues sur les questions de santé au travail, à savoir la question du collectif, l'importance du collectif dans le travail, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul dans son travail, on fait toujours des choses avec les autres et pour les autres, et que c'est bien dans ces interactions avec les autres que peut se passer le pire comme le meilleur. Et il arrive à montrer, il me semble, les deux. Claire, quand on regarde une série médicale, hein, on en a vu de nombreuses depuis des années, hein. On parle notamment, bien sûr, du phénomène urgence qui a longtemps rythmé les soirées de nombreux Français, hein, Grey's Anatomy aussi, et puis on a comme ça un certain nombre de séries. Hippocrate, ça a eu un succès véritablement parce que vous avez commencé à le montrer. C'est pas du tout une série qui va s'intéresser peut-être en tout cas
aux relations qu'il y a entre les docteurs, entre eux, les relations sentimentales ou quoi. On est vraiment dans le milieu professionnel. Et vous l'avez dit, Thomas Lilti, dedans, a voulu vraiment s'immiscer dans l'hôpital. Alors moi, j'ai une question à vous poser justement par rapport à ça. C'est dans le milieu médical, souvent, on parle d'erreurs, on parle de fautes. Comment est-ce que ici c'est montré? Parce que ces conséquences-là, qu'on les avoue ou pas, ça peut avoir des aspects très graves sur la vie des patients ensuite. Comment est-ce vous le voyez, vous qui êtes spécialiste un petit peu de tout ce qui est la gestion humaine, cet aspect majeur du milieu médical? Alors, justement, il l'a mis au cœur de sa narration dès le film Hippocrate, et ça revient ensuite de façon assez récurrente dans les deux saisons, parce que ça l'a énormément marqué, parce que bon, j'ai lu une de ses interviews, enfin, j'ai entendu plutôt une de ses interviews où il explique ce qu'il a vécu lui-même, hein, l'erreur qu'il a pu faire, qui a amené effectivement au décès d'un patient, et le mensonge qui en a suivi. Et j'y suis sensible aussi parce que je travaille pas mal avec des collègues qui sont spécialistes du management des risques, avec qui on a beaucoup de discussions autour de comment former au management des risques, comment essayer de réduire les risques, et de l'importance de différencier erreurs, fautes et risques. Et moi, j'ajoute, en me référant aux travaux d'une collègue, Cécile Lepron, qui a fait sa thèse avec Jean-Paul Dumont, qui elle a catégorisé les types de transgressions qui sont mises en œuvre par des chirurgiens et qui sont de différents ordres. Hein, mais ce qui est intéressant dans cette idée de catégorisation des transgressions, qui peuvent donc relever de la faute, c'est-à-dire de délibérément je fais autre chose que ce qui est attendu de moi, c'est qu'elles sont parfois faites au service de l'efficacité du métier. Mais c'est justement pas de ça dont parle Thomas Lilti. Thomas Lilti, lui, il met vraiment en scène des erreurs, j'allais dire parfois des fautes, c'est-à-dire que la faute, c'est quand on sait qu'on est en train de faire autre chose que ce qui est attendu, mais surtout des mensonges qui viennent empirer la faute ou l'erreur. Et il y a le cas qui est au cœur de la saison 1, qui est le cas d'une jeune patiente que Hugo accepte de prendre dans le service de médecine interne alors qu'elle vient du service de réanimation, Marion. Cette jeune patiente a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, et il se trouve qu'elle va en faire une nouvelle en étant au cœur du service de médecine interne. Alors, en préparant ce podcast, je suis tombée sur un article de novembre 2021, sauf erreur, dans un hôpital francilien, sauf erreur aussi, qui narrait un cas, j'allais dire encore pire, hein, c'est-à-dire que je laisserai les auditeurs aller chercher, mais où je crois que c'était dans une structure psychiatrique, et où une jeune patiente comme ça s'est défenestrée parce qu'elle s'était retrouvée en l'absence de soignants, et ça a des conséquences évidemment sur la patiente, sa famille, mais aussi sur les soignants qui se trouvent face à cette erreur. Et dans le cas de Marion, ce qui est vraiment bien illustré par un bref échange qui arrive sur la fin de la saison, où on comprend qu'en fait, il y a eu une multiplication d'erreurs. Dès le début de sa prise en charge, du transfert vers un autre service, puis dans le service, puis pour aboutir jusqu'à une erreur de diagnostic de prescription qui va amener à son décès. Et ça illustre bien le modèle de Reason, qui est un modèle, alors qui a été, j'ai constaté qu'il a été un peu manipulé et repris par d'autres pendant la pandémie, transformé, on l'appelle le modèle de l'emmental, donc du fromage suisse, donc de tranches trouées. Donc, il a été repris récemment par des personnes que je ne nommerai pas, pour illustrer l'effet des gestes barrières, pour dire qu'il y a des gestes barrières à mettre en place collectivement et individuellement, et que plus il y a de gestes, et plus on réduit le risque que chacun soit contaminé. Le modèle de Reason, lui, il a été publié pour la première fois au milieu des années 80 comme un modèle de l'erreur humaine ou des accidents. Et ce qu'il met en évidence, c'est que pour essayer de manager le risque, de réduire la possibilité d'occurrence d'un accident, il faut démultiplier des barrières qui vont chacune avoir des failles, mais en s'arrangeant en espérant quelque part que chacune des failles ne soit pas alignée, on va pouvoir empêcher l'événement qu'on cherche l'événement qu'on veut repousser, dont on veut réduire les risques d'occurrence, d'arriver.
Donc, chaque tranche de fromage représente une défense du système. Et même si elle comporte des trous, il suffit, entre guillemets, que les trous ne soient pas alignés pour qu'on s'assure qu'on réduise passablement le risque d'erreur. Donc, il y a ça, cette illustration vraiment importante qui souligne aussi que les erreurs elles viennent à chaque fois d'internes qui ont des défaillances d'encadrement, qui, à un moment donné, font aussi des erreurs d'appréciation, puisqu'on voit dès l'arrivée de cette patiente dans le service que Hugo ne croit pas trop à ses tendances suicidaires. Et que tout ça, ce sont des choses qui peuvent s'apprendre, mais qui peuvent s'apprendre à condition qu'on ait admis qu'il y avait eu erreur. Et donc, ce qui est mis en scène aussi, c'est les effets délétères du mensonge. Donc ça, c'est au cœur d'Hippocrate, déjà, puisque c'était un mensonge sur un examen médical qui n'avait pas été fait et qui va amener à remettre en cause finalement déjà le fait que s'il n'a pas été fait, c'est qu'il n'y avait pas de machine disponible, donc c'est aussi un problème de défaillance de la structure. Et là, en fait, c'est une erreur d'appréciation humaine, puisque Hugo a laissé la possibilité en fait, à la patiente d'accéder à son sac où elle avait encore des médicaments. Mais la deuxième dimension de l'erreur, et qui cette fois-ci ne fait pas l'objet d'un mensonge, c'est Alison, qui ne savait pas faire un geste de prélèvement qu'elle a accepté de faire parce que le service était en sous-effectif, et qui va admettre qu'elle n'a pas purgé avant de prélever, ce qui a entraîné une erreur dans les résultats et donc une erreur de diagnostic et de prescription. Et je crois qu'un des grands messages que veut faire passer Thomas Litti, et qui est un message que j'ai appris et que je fais mien aussi, donc que j'ai appris avec les collègues spécialistes de management des risques, donc notamment en particulier Laurent Dehoucq et Marc Lassagne, qui sont co-responsables du master management des risques de l'École nationale des arts des métiers ParisTech, c'est qu'il faut encourager la vérité à être dite, quand bien même elle pourrait signaler des fautes de la part des acteurs. Parce que la peur de la sanction, en fait, fait barrière à l'amélioration des pratiques pour mettre en place un véritable management des risques et pour prévenir les futures erreurs. Et je pense, en tout cas, c'est comme ça que je lis la récurrence de cette question de l'erreur et du mensonge dans la série, que ce qu'essaye de dire Thomas Litti, c'est que les soignants font ce qu'ils peuvent dans des conditions parfois extrêmement difficiles et qu'ils souffrent parfois de ne pas pouvoir bien faire leur travail, et que rajouter à ça, ce qui est le cas, la responsabilité de faire des erreurs et donc de parfois chercher à les cacher pour éviter d'autres sanctions, ça ne fait qu'empirer en fait leurs conditions, et qu'il faut au moins les libérer de cette crainte-là, qu'il puisse être dit quelles fautes ont pu être faites et que ça ne fasse pas l'objet de sanctions, qu'en tout cas, ils n'en aient pas une responsabilité directe, parce que la responsabilité, elle est généralement partagée, que le cheminement qui amène à ce type de prise de décision, on devrait partir de l'hypothèse que ce n'est pas sciemment qu'un soignant fait quelque chose qui va nuire à un patient, parfois de façon vraiment extrême. Alors, je dis ça évidemment en prenant des précautions. Il peut y avoir aussi des cas de soignants, comme dans tout métier, qui sont, on va dire, moins scrupuleux que ce qui est attendu de leur métier. Mais on ne fait pas les règles, on ne fait pas le fonctionnement d'une organisation sur la base des 10% ou 5% de déviants et qui ne sont pas dans les clous, mais plutôt pour ceux qui essayent de bien faire. Donc voilà ce qui m'a semblé vraiment important dès le film et puis dans chacun des épisodes, dans chacune des saisons, et avec en plus le recours finalement de façon assez régulière à des scènes de reconstitution qui sont de véritables scènes de reconstitution des gestes du travail. Il y en a 3, j'en ai repéré 3. La première, c'est justement celle où on constate le mensonge d'Hugo, c'est la reconstitution dans la chambre de Marion, quand, en l'occurrence, sa mère, donc professeure du service de réanimation, vient lui demander comment s'est passé ce soir où il a été appelé par la patiente et
quelques heures après, on a retrouvé la patiente ayant pris des médicaments. Et donc, on a, je crois, l'infirmière, le professeur Wagner et son fils dans la chambre et il essaye de lui expliquer comment les choses se seraient passées en mentant. Hein. Il y a la scène d'Alison, justement, qui doit refaire le geste du prélèvement devant Chloé, donc l'interne la plus expérimentée, et Arben, et où il y a un petit moment de flou quand Chloé lui demande est-ce que tu as bien purgé, où elle dit oui, puis finalement elle dit bah non, j'ai pas purgé, et c'est là qu'on comprend d'où vient l'erreur. Et puis dans la saison 2, c'est un moment clé qui est celui où, après avoir constaté qu'une patiente a été oubliée, qui s'est retrouvée inanimée, qui a été retrouvée inanimée dans un lieu, un box, dans un lieu fermé, le docteur Brun va à l'accueil organisé en mode dégradé où a été affecté Hugo, donc l'accueil des urgences, et cherche à comprendre ce qui s'est passé, comment les dossiers sont gérés. Donc là, pour un gestionnaire, c'est vraiment un moment assez impressionnant parce qu'on est dans le chef du service des urgences, qui est un manager qui met les mains dans le cambouis. Hein, on le voit à plusieurs moments être vraiment auprès des patients, vraiment au front, en quelque sorte, va à l'accueil et interroge pour comprendre comment sont gérés les dossiers, les post-it, les couleurs, et pour essayer de comprendre comment on a pu oublier une patiente. Et c'est quelques temps après qu'on va découvrir qu'en fait, le dossier de cette patiente aurait dû être géré par Igor, mais que Igor, le meilleur interne du service, à ce moment-là, n'avait dormi que 5 heures pour 72 heures de travail, et qu'il a eu un blackout. Donc c'est le premier trouble psychosocial qui est alors nommé, je ne crois pas, mais en tout cas qui est décrit, c'est que Igor ne se souvient pas, il a oublié, il ne sait plus avoir vu cette patiente. Donc on passe là, hein, de l'erreur à ses effets, avec un phénomène de cause-conséquence qui n'est pas forcément évident, puisque, mais je l'ai déjà un peu signalé, hein, par rapport aux soignants qui peuvent être mis en cause et qui se savent au moins partiellement responsables de ce qui peut arriver à certains patients. Donc de l'erreur, de quelque chose qui n'aurait pas dû se passer comme ça, a des conséquences directes sur la vie d'un soignant. Claire Hédé, vous travaillez dans le management, vous étudiez les ressources humaines, vous les enseignez. Alors justement, moi j'aurais aimé ici, quand on voit cette série Hippocrate, que vous nous présentiez comment justement l'hôpital public est géré, c'est-à-dire aussi comment est-ce que c'est managé à différentes échelles d'ailleurs, hein, que ce soit au sein d'un service lui-même et puis aussi peut-être, je ne sais pas si c'est possible, à l'échelle d'un hôpital même. Est-ce que tout ça, ça ressort, ce management dans la série? Alors, effectivement, on voit différents niveaux du management. Je mentionnais tout à l'heure l'ARS, les RH, pour la question des décisions à prendre relatives à l'apparition d'un virus, par exemple, et à l'embauche de nouveaux personnels. Ce qu'on voit aussi, alors là, avec plus l'œil on va dire, de la chercheuse en gestion des ressources humaines, c'est l'importance, c'est vraiment la place centrale des compétences, des qualifications dans le fonctionnement de l'organisation. C'est-à-dire que l'hôpital est souvent présenté en recherche en sciences de gestion comme l'archétype de la bureaucratie professionnelle selon Mintzberg, qu'il appelle maintenant assemblage professionnel depuis son dernier ouvrage de vulgarisation de ses apports au management. Hein. Il a fait un petit livre qui s'appelle Histoire du soir pour manager, dans lequel il reprend sa catégorisation en 4 espèces d'organisation. Et donc, parmi ces 4 espèces d'organisation, il y a l'assemblage professionnel, la bureaucratie professionnelle, qui est l'organisation où la coordination est fondée sur la standardisation des qualifications, c'est-à-dire sur les personnels recrutés pour leurs compétences, pour leur expertise, et sur qui repose en fait le bon fonctionnement de l'organisation du fait de leur expertise. Donc ça, c'est vraiment illustré par la façon dont on voit travailler les professionnels, mais ils sont aussi
soumis à l'ensemble de la structure, donc les chefs de service et plus largement ensuite la direction de l'hôpital, qu'on voit peu mais qu'on voit. Quand je dis qu'on la voit peu, c'est qu'ils n'interviennent pas au quotidien, mais il y a plusieurs moments, en saison 1 comme en saison 2, où certains personnages vont avoir recours à cette direction pour formuler des demandes ou pour faire un retour sur la façon plutôt négative en général, sur la façon dont les choses se passent ou dont les décisions sont prises. On voit aussi des échanges un peu indirects, d'ailleurs, entre chefs de service. Puisque dans la saison 1, on a un moment où, parce que le service se trouve en carence de personnel, il est demandé, alors là, pareil, j'ai découvert en préparant ce podcast que depuis 2021, il y avait un service dédié à l'hôpital Saint-Antoine à la libération des lits, donc pour des personnes qui n'ont pas forcément de logement, il y a un service qui essaie de libérer, de les faire quitter leur lit en leur permettant d'avoir une solution de recours à l'extérieur. Donc là, on a la même chose. À un moment donné, pour alléger la charge de travail, il est question de libérer les lits. Mais voyant ça, la chef de service réanimation se dit que c'est l'occasion d'en profiter pour, elle, placer certains de ses soignants. Et on assiste là à un échange à distance, puisque le chef du service de médecine interne est en quarantaine, entre les deux chefs, qui aboutit d'ailleurs à une phrase de professeur Wagner qui dit « Je ne sais pas comment tu gères ton service », donc qui est clairement un reproche, mais tout en disant finalement chacun dans son rôle et ça se passera, ça devrait pouvoir se passer. Mais donc il y a bien parfois entre niveaux hiérarchiques symétriques des interactions, puisque les personnels aussi se connaissent et font le même métier, même si ce n'est pas le même selon le service. Ça, on s'en rend compte aussi. C'est très bien mis en scène par Thomas Lilti, que les archétypes y compris physiques des différents médecins ne sont pas les mêmes selon qu'on est radiologue en réanimation, aux urgences ou en médecine interne. Il y a un certain nombre d'éléments non verbaux qui ressortent et où on voit qu'être médecin, ça se situe aussi d'un point de vue quelque part culturel selon les services. Et donc oui, la série donne à voir les différentes l'articulation qu'il peut y avoir entre les différents niveaux de l'hôpital, les différents métiers aussi, puisque les infirmières et les cadres infirmiers ont aussi une place et jouent aussi d'ailleurs ce rôle de rappel à la règle parfois, puisque la règle le prescrit, ça fait aussi partie des ressources du travail, mais aux côtés du collectif et des interactions qu'il peut y avoir au sein des équipes et entre les professionnels. Mais donc là, je pense précisément à une scène où Alison, qui arrive, qui ne connaît rien, se réfère à l'infirmière pour savoir comment justement on va pouvoir décider qu'un patient va pouvoir sortir ou pas. Et où l'infirmière lui répond, mais en lui disant très vite, mais je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui décide. Donc elle rappelle la règle que l'interne reste sa supérieure hiérarchique et que la décision doit venir d'elle. Autre moment aussi où on voit très bien cette hiérarchie à l'œuvre, c'est, alors je divulgâche beaucoup, j'ai pas encore divulgâché pour Igor, mais je vais le faire pour Marion, puisque Marion, donc la jeune patiente qui, suite à une erreur médicale, va décéder en fin de saison 1. Il y a une scène assez dramatique qui est montrée assez longuement, où on voit Chloé essayant de la réanimer et l'ensemble des infirmiers autour ne disant rien, mais ayant bien compris que le geste n'a plus de sens, puisque ça fait, je crois, plus de 20 minutes qu'elle essaye de la réanimer, et allant chercher Arben, donc un autre médecin, pour qu'Arben puisse dire et déclarer et affirmer la patiente est décédée, il faut arrêter. Aucun infirmier ne se permet de dire à Chloé que ce qu'elle fait n'a plus lieu d'être. Donc, on a vraiment un rappel de cette hiérarchie médicale et de la hiérarchie plus générale du fonctionnement de l'hôpital de façon assez récurrente dans la série. Et en ce sens aussi, elle donne vraiment bien à voir
je ne suis pas soignante et je ne suis pas du métier, mais d'après ce que j'ai lu, beaucoup de soignants s'y reconnaissent quand même bien. On arrive au bout, Claire, de cette émission sur la série Hippocrate que vous avez analysée. Alors, on est bien tous conscients, hein, pas de façon exhaustive, parce que vous l'avez analysée avec votre œil de maître de conférence, du coup, en sciences de la gestion et du management. Et du coup, alors, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils doivent finalement en retenir de cette série? Alors, en me détachant un tout petit peu finalement du monde médical et comme de on va dire, mon expertise en management, je dirais que c'est une série sur la vie. Et sur la vie avec les aspects parfois les plus tristes, mais aussi les plus joyeux. Et j'aimerais bien faire référence à une petite chronique qui est passée sur France Inter, oui, c'est ça, dans le 5-7, il n'y a pas longtemps, sur les chansons populaires qui ont été utilisées par Thomas Lilti dans ces deux, chacune dans une des deux saisons. La première, c'est J'ai oublié de vivre par Johnny, qu'on entend beaucoup parce qu'elle réconforte une patiente et elle symbolise quelque part le développement chez Hugo de sa fibre de soignant empathique à l'écoute du besoin des patients. Et puis, de façon assez paradoxale, de façon plus triste, il y a Femme Like You de Camaro qui est utilisé dans la deuxième saison pour incarner, c'est ce qu'a dit Thomas Lilti, la joie de vivre, le collectif, à un moment, autour d'un soignant dont on va comprendre qu'il va très mal en fait, mais qui malgré tout donne le change et arrive encore à être en lien avec les autres. Donc ça serait en retenir ça, en retenir la finesse du regard sur les gestes du travail aussi, quand même. Là, je le redis avec mon regard de gestionnaire, mais pas que. Je pense qu'on est tous susceptibles à un moment donné, en tant que patient ou que proche, de fréquenter des hôpitaux et comprendre les difficultés de ces métiers, la diversité des tâches qu'ils ont à accomplir. Quelque part, c'est un métier impossible. Je crois que c'est Freud qui le disait, éduquer, aimer, soigner. Et soigner les métiers impossibles, et qu'ils le font malgré tout, dans des conditions dont on sait maintenant combien elles peuvent être difficiles. Je pense que c'est ce qu'on peut en retenir. Merci beaucoup, Claire Hedet. Effectivement, votre regard très, très juste sur cette série, une série vraiment presque parfois aussi intime sur les métiers. Vous l'avez dit, on montre bien les choses, on voit bien le regard sans nuance, avec toutes les difficultés. Vous avez rappelé la scène de l'inondation, par exemple, qui montre aussi l'état de certains hôpitaux français et donc du manque véritablement de moyens. Voilà, donc Thomas Lilti a vraiment fait quelque chose. Vous avez dit, bien sûr, c'est une fiction, mais parfois on est proche du documentaire tellement c'est filmé de façon très très fine, et ça c'est vraiment très très intéressant. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur tout ce que vous avez évoqué dans le terme du management, notamment vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. Voilà, donc vous pouvez retrouver là aussi des références données par Claire et donc approfondir sur le sujet et dans les différents sujets qu'elle a pu aborder dans l'émission. Voilà, donc on se retrouvera, Claire, bientôt, j'espère. Et puis en 2023, on en reparlera régulièrement. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, notamment le groupe Facebook d'Histoire en série et puis notre compte Twitter. Et puis allez sur le compte Twitter, abonnez-vous sur le compte Twitter de Management en série. Donc ça sera dans la première saison. On espère qu'il y en aura plusieurs, mais la première saison aura lieu en 2023 et on pourra comme ça se rencontrer, échanger et montrer qu'à travers les séries, on peut faire beaucoup de choses comme Claire vient de nous le montrer aujourd'hui. Vraiment, Claire, merci beaucoup et puis à bientôt. Avec plaisir, merci pour l'invitation, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically. Such a beautiful planet populated by a stranger.